Alors, on est très content de vous avoir aujourd'hui avec nous chez SBLM parce qu'on va parler d'un thème qui est l'export. En France, on est très fort pour développer des technologies, mais on est un peu moins fort pour les commercialiser. C'est bien ça le problème. Alors, on va faire un petit tour de table. Je vais prendre un autre micro. Ouais, voilà. Un petit tour de table avant de démarrer. Et on va démarrer par Laurent. Laurent, quelques mots sur toi, sur ce que tu fais. Moi, je suis très impressionné ce que tu fais en Amérique du Nord. Alors, dis-nous-en un peu plus. Bonjour à tous, désolé pour mon retard. Donc Laurent Satre, moi je suis français d'origine, établi depuis 34 ans au Canada, à Montréal en particulier. Et depuis toutes ces années, mon métier consiste à accompagner des entreprises françaises dans leur déploiement, leur implantation en Amérique du Nord, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Voilà. On accompagne chaque année une cinquantaine d'entreprises sur ces deux territoires, avec 3 localisations, Montréal, Toronto, San Diego. Voilà. Baptiste. Alors Baptiste, c'est un entrepreneur, un serial entrepreneur que je connais depuis 15 ans, qui a toujours eu un appétit pour l'international et qui a donc une société en France et au Portugal. Alors Baptiste, on en parlera tout à l'heure, mais présente-toi. Parle bien dans le micro. Hein. Oui, bonjour. Alors, Baptiste Gendron, donc effectivement fondateur de Yellow. C'est ma 3e entreprise et ça a toujours été effectivement on va dire un spin initial de dire on pense global dès le début en termes de produits et puis après de développement. Donc nous aujourd'hui effectivement on a des opérations en France, au Portugal et on vend à travers 8 pays dans le monde. Merci Baptiste. Antoine. Alors Antoine, il va se présenter, mais Antoine c'est le fondateur et le président de Les Compagnons, le robot qui peint à l'entrée là. Jusqu'à présent, il était resté en France et maintenant avec ses actionnaires et notamment avec un actionnaire qui est AkzoNobel, il est aux 4 coins de l'Europe. Antoine, 2-3 mots sur toi et sur Les Compagnons. Oui, bonjour à tous. Donc Antoine Renuit, président de Les Compagnons. Donc on fait des petits robots peintres qui effectivement sont en démonstration sur le stand. Nous, on a une technologie qui peut être intéressante, qui peut présenter un intérêt dans beaucoup de pays développés. Et donc, on est allé chercher en fait un actionnaire qui nous permette d'essaimer en fait dans ces pays. Et c'est vraiment une démarche qu'on fait de manière une sorte de co-marketing à la fois en France et à l'international aujourd'hui dans les pays qui sont proches. Voilà. Super. Baris, alors Baris, c'est un cas d'école de l'international. C'est une société française qui fait tout son chiffre d'affaires à l'international. Alors, tu peux nous en dire deux, trois mots? C'est peut-être dû à la nature de notre application qui est en ligne, qui est une solution SaaS. Dès que vous êtes sur Internet, vous avez accès au monde entier. C'est vrai que ça a commencé avec l'export, ça continue avec l'export. Et c'est Space Designer, une solution en ligne. Et maintenant, il faut s'exporter en France. Voilà. On va en parler. Merci, Baris. David, alors David, c'est un expert de l'export et plus particulièrement donc de l'Asie. David, 2-3 mots sur toi, ton papa que je connais bien puisqu'il était avec moi depuis 40 ans. Et est-ce que vous faites dans la partie asiatique? D'accord. Merci Dominique d'abord. Et c'est vrai que tu aurais pu être ici parce que toi, tu es un très grand visionnaire. L'export, tu connais très très bien et je t'aurais très bien pu parler de ce sujet. Et je m'appelle David Dubois, je suis directeur général de Pareil Consultant Group. On fait de l'export depuis de nombreuses années. Depuis plus de 25 ans, on travaille sur l'Asie. Et on aura l'occasion justement de partager ce retour d'expérience avec vous. Super, alors merci à tous. Alors on va commencer par quelques questions. Mais David, puisque tu as le micro, tu vas le garder. Vous avez avec Alain, ton père, fait en sorte que de bon nombre de sociétés traversent, je dirais, les frontières entre l'Europe et l'Asie. Quels sont communément les points importants ou les erreurs à ne pas faire? C'est large comme question, très large. D'abord, l'Asie. C'est vrai que l'Asie, le monde, c'est à peu près 8 milliards d'habitants. La population en Asie, ça représente 4,8 milliards. Je pense qu'il ne faut pas ignorer ce marché. Si on parle de la construction, on parle du BIM aujourd'hui. La construction, ça représente
quasiment la moitié du marché de la construction. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on fait de l'export. Il y a un aspect culturel, il y a un aspect linguistique, il y a la réglementation, il y a énormément de risques en fait que les entrepreneurs doivent prendre en compte. Et c'est vrai que nous, quand les gens viennent nous chercher, c'est parce qu'ils ont besoin de notre expertise pour aller comprendre justement le marché, notamment asiatique, parce qu'on connaît très bien. Et c'est vrai que le marché, en Asie, il y a l'Asie du Nord, il y a l'Asie du Sud-Est. On ne va pas adresser le marché de la même façon. Notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir accompagner justement les entrepreneurs pour leur expliquer comment approcher le marché. Et on a une particularité, c'est de travailler beaucoup sur ce qu'on appelle une stratégie top-down. C'est parce qu'on travaille beaucoup avec les gouvernements. On travaille par exemple beaucoup avec Taïwan, où on travaille avec le ministère de l'économie, en permanence avec les ambassades en France, les ambassades aux États-Unis, qui nous permet justement d'avoir tout de suite une compréhension et une approche du marché par le haut. Et c'est vrai que la réglementation, c'est quelque chose de très important. On a du mal en tant que Français à assimiler, à comprendre et analyser finalement tous ces aspects-là. Parce que une des grosses problématiques également, ce sont les codes culturels de travail, si on peut dire. Complètement. Et on ne va pas travailler avec un Chinois de la même façon qu'avec un Japonais. Et pareil en Asie du Sud-Est. Donc il y a effectivement cette notion de code. Là, purement, c'est l'approche culturelle et linguistique aussi qui sont importantes. Alors, Laurent, si c'est relativement évident que les codes culturels sont différents entre l'Europe et l'Asie, ou la France et l'Asie, est-ce qu'il y a également des différences de codes culturels entre le Québec et la France ? Entre le Québec et puis dans un ensemble nord-américain, et je partage exactement ce que vient de dire David. Nous, on passe quasiment 30 à 40% de notre temps à faire de la pédagogie. Pédagogie, à savoir d'accompagner nos clients pour les acculturer, les localiser, adapter l'offre au marché en tenant compte d'un marché qui est, là tu parles du Québec, mais dans le concert nord-américain, c'est un marché parmi tant d'autres parce qu'on est sur un marché qui est très très hétérogène. Il y a l'Amérique du Nord, si je prends USA, Canada compris, c'est 60 marchés différents. Je parlais du Québec parce qu'ils sont francophones, parce que tu es, et surtout parce qu'on pourrait penser qu'on a les mêmes codes, alors que tu sais bien comme moi qu'on est loin d'avoir les mêmes codes. Hein. Exactement. Il y a une appréhension, un a priori positif sur ce qui vient notamment de France en termes de technologie, de savoir-faire et de compétences. Mais il faut arriver à la localiser, l'adapter et partir du besoin et du bénéfice client avant de vouloir s'y développer de manière durable. Parce que souvent, le travers d'une entreprise française, c'est ce niveau de compétences très élevé, de technicité souvent très aboutie, très mature, vis-à-vis d'un marché qui n'a pas la même maturité. Et donc, vis-à-vis de laquelle et duquel il faut s'adapter, il faut se rendre audible, acceptable, recevable. Et ça, c'est aussi bien des adaptations terminologiques, mais également de fonctionnalités qui vont être pertinentes ou pas, et qu'il va falloir adapter à cette maturité-là. Et si on y ajoute, comme dit David, les aspects réglementaires, là aussi, on a un environnement qui n'est pas aussi normé, aussi réglementé, qui commence à l'être, mais là aussi, dont il faut tenir compte pour s'y développer. Quoi. Est-ce que vous avez développé une méthodologie, je dirais, afin de permettre aux sociétés que vous accompagnez, je sais que vous les accompagnez à la mode, façon de parler, SBLM, hein, c'est-à-dire de manière très impliquée, est-ce que vous avez une méthode que vous déployez en fonction des régions nord-américaines ? Oui, quelle que soit la nature de l'activité, la taille de l'entreprise, s'il s'agit d'un premier développement en Amérique du Nord, oui, on a effectivement mis en place un programme d'accompagnement qui est très ramassé sur 10 à 12 semaines et qui permet vraiment d'objectiver à la fois les conditions d'entrée sur un marché, le dimensionnement des moyens humains, financiers, techniques, matériels qu'il va falloir mettre en place et d'être capable de dire au bout de 10 à 12 semaines, oui, là, les conditions sont réunies, les moyens sont clairement objectivés, identifiés et on peut y aller. À l'inverse, on peut recommander à l'entreprise de ne pas y aller pour différentes raisons, mais toujours établi sur des faits et sur des réalités vraiment confrontées. Oui, parce que aller en Amérique du Nord, c'est pas neutre. Hein. On peut pas y aller comme ça sans un budget structuré, une stratégie structurée, et il faut des moyens, quoi. Il faut des moyens, et puis je pense que c'est pareil pour l'Asie. On doit s'inscrire dans le temps long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise qui va se développer de manière très rapide sur l'Amérique du Nord
si ce n'est un phénomène très opportuniste ou une niche de marché qui s'ouvre et qui est accessible immédiatement, mais c'est quand même rare. Et donc, on est souvent sur des horizons de 3 à 5 ans de manière à être pérenne et durable sur le marché, quoi. Super, merci Laurent. Antoine, après 5 ans de R&D qui n'ont pas été faciles à assumer, on va dire, à bon nombre sur bon nombre de points, maintenant avec ton actionnaire et partenaire stratégique AkzoNobel, qui est quand même le numéro 1 mondial de la peinture, et en France avec Unicalo, mais à l'export plus particulièrement avec AkzoNobel. Comment tu vois ta stratégie export, comment tu penses qu'elle va se structurer, voilà, où est-ce que tu en es là? Alors, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais aussi rebondir sur ce que David disait. Bien sûr. Au niveau Asie, j'ai l'impression que c'est un monde complètement différent. Les outils qu'ils utilisent sont différents, la façon de travailler est vraiment très très différente. Moi, j'ai été surpris de ne pas pouvoir trouver les gens sur LinkedIn, alors que le monde entier est sur LinkedIn. En Asie, on ne trouve pas les gens sur LinkedIn. Je suis régulièrement consulté, ou en tout cas j'échange régulièrement avec des gens qui utilisent leurs adresses mail personnelles pour des raisons professionnelles. Moi, ça me désarçonne complètement parce que on n'a pas l'habitude. C'est des codes, c'est des fonctionnements, c'est des façons de travailler qui sont vraiment très différentes. Et voilà, ça fait partie de la différence culturelle. Voilà. Alors, pour répondre à la question maintenant, donc nous on avait identifié en fait une opportunité depuis le début de l'entreprise, depuis le début de ces 5 ans de R&D, assez rapidement en fait sur l'international. L'idée c'était d'aller chercher en fait des partenaires qui puissent nous accompagner en fait sur différents pays. Aujourd'hui, on travaille sur la France avec Unicalo qui est présent ici. Également, en fait, à l'international. On les remercie on les remercie pour sponsoriser le stand. Hein. Il y a un vrai partenariat. Alors, au-delà du stand, il y a un vrai partenariat industriel win-win qui permet de développer en fait une technologie dans un environnement existant et eux sont vraiment à l'initiative, en tout cas aux prémices de ça, parce qu'ils sont intervenus dans la première levée de fonds. Mais au-delà en fait de cette démarche-là, ce qu'on a fait en fait justement avec Unicalo, c'est qu'on s'est rendu compte que la technologie avait d'autres ambitions, pouvait avoir d'autres ambitions que simplement la France. Et donc on allait chercher un partenaire industriel qui permette d'aller adresser ces différents pays au-delà de la France. On travaille aujourd'hui avec AkzoNobel également. Et donc on est en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Hollande au travers d'eux. Et la façon dont ça se passe, c'est que eux nous apportent en fait une connaissance du marché, une connaissance du terrain et nous qualifient des contacts au travers desquels on peut travailler localement. Donc on fait des démonstrations, on fait des pilotes dans ces pays étrangers, donc des pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, mais au travers d'AkzoNobel et d'Unicalo, on rencontre les bonnes personnes. Et donc ça va très très vite grâce à eux. Mais concrètement, comment ça se passe? Ils t'invitent sur des salons, ils réunissent leurs clients pour toi, ils réunissent leurs revendeurs partenaires. Concrètement, ça se passe comment? Ouais, ça peut prendre différentes formes. Alors en France comme à l'étranger, en fait, on fait des pilotes. Donc on a fait un pilote avec Unicalo à Bordeaux, on a fait des pilotes avec Vinci en Angleterre. Donc ça c'est un des modèles qui marche bien. Ensuite, il y a également une sorte d'accélérateur pour nous. Nos partenaires identifient des clients à eux qui rentrent bien dans notre profil de prospect à nous et organisent des démonstrations. Donc c'est très ciblé, c'est un peu coup de poing. On part une semaine en mode commando, faire quelques jours de démo, 2 ou 3 démos par jour, donc très intense. Et pour nous, c'est inaccessible parce que c'est un travail de sélection et de qualification des prospects qui serait inatteignable à distance. Donc ça, c'est vraiment un gros intérêt de travailler avec des partenaires. Et la dernière façon de fonctionner, c'est effectivement les salons, donc des salons spécialisés la plupart du temps. Et on voit des salons de nature différente en fonction des pays. En France, par exemple, on n'a pas de salon spécialisé peinture. En Allemagne, il n'y a que ça. Et on parle pas de la même manière aux gens. Les gens ont le même intérêt parce que c'est très spécialisé. Est-ce que tu vas, dans le cadre de ta stratégie marketing commercial, est-ce que tu vas prendre des partenaires dans différents pays? Comment tu comptes structurer la démarche?
Ouais, donc alors nous on est une toute petite société, on est 10 personnes, donc on est amené à évidemment se développer énormément, comme toutes les startups, mais On y travaille. on y travaille, voilà. Mais effectivement, le fait de pouvoir être, alors le marché de la peinture, c'est un marché qui est très très atomisé, très très atomique. Il faut être présent localement, avoir beaucoup de points de vente, et donc c'est pas accessible à une petite boîte comme la nôtre. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires locaux qui sont déjà bien implantés, donc Uniqalo, AkzoNobel en l'occurrence, et également en fait de pouvoir avoir accès à, enfin, mettre en place en fait un réseau de partenaires qu'on appelle les service points, qui vont apporter du service local, de maintenance, de formation, de location et de revente à valeur ajoutée. Donc cette notion en fait de service point pour nous elle est importante parce qu'elle permet d'être présent localement dans les endroits où les compagnons en fait n'ont pas de présence physique. Super, clair. Baptiste, ta société est issue au départ d'un projet du groupe Daher, un groupe familial bien connu dans la logistique et l'aéronautique d'environ 10 000 personnes, avec une centaine d'usines dans le monde. Maintenant, c'est toi qui es actionnaire majoritaire et à la tête de la société. Avec ce groupe et dans ta démarche globale, puisque Daher est également un client, comment ça se passe au niveau d'export? Parce que tu as des clients dans le monde entier maintenant, toi. Oui, effectivement, moi je voudrais d'abord rebondir sur ta remarque en disant quand on est à l'étranger, il faut d'abord s'adapter au cas d'usage et pas juste copier-coller son produit et essayer de le pousser. Ça c'est ce qui nous a sauté aux yeux en fait très très vite. Au-delà de la linguistique et de traduire bien sûr l'application et de trouver le bon vocabulaire. C'est vraiment adapter le produit à l'usage et aux us et coutumes des personnes. Un petit exemple, hein, aux US par exemple, tout le monde utilise son téléphone perso pour le travail. Dans les usines. Dans les usines, c'est pas une question. En France, on va avoir tous les partenaires sociaux qui vont se mettre contre pour l'instant. Donc c'est des usages complètement différents après de nos outils et c'est là-dessus après qu'on va devoir adapter le produit, mais aussi le marketing et de ce qu'on va pousser comme valeur ajoutée pour le client. Et alors donc ta stratégie export, comment tu la vois alors? La stratégie export, il faut se faire accompagner complètement. Je veux dire, pour pouvoir vraiment dire tiens, on va attaquer un marché, il faut trouver des partenaires locaux. Aujourd'hui, nous, on a eu beaucoup de relais de par nos clients et leur structure internationale. Mais pour passer à l'étape d'après, on va avoir besoin d'avoir un réseau de partenaires, de personnes installées, qui connaissent les gens, qui vont faire gagner du temps et puis surtout qui vont être capables d'apporter la crédibilité qu'on n'a pas en venant de l'étranger. Et cette crédibilité, elle va se gagner. Enfin, la seule réponse, effectivement, après 3 ans, est-ce qu'on est toujours présent et est-ce que le nom étranger qu'on vient marketer est encore là? Mais on va gagner du temps et de la crédibilité en se faisant accompagner par des références locales. Donc tu comptes également dans différents pays avoir des partenaires locaux qui vont diffuser ton produit dans le terrain, quoi. Absolument. Et si on rentre un peu plus dans le détail, il y a quand même 2 stratégies, en tout cas pour nous, c'est de faire à la fois, soit de la vente directe à travers des partenaires qui nous représentent directement, soit de la vente indirecte à travers des réseaux de partenaires intégrateurs ou revendeurs à valeur ajoutée. Quand tu dis vente directe, tu veux dire des prescripteurs qui nous permettraient à nous de rentrer chez des comptes, quoi. Alors oui, prescripteurs ou même après représentants de l'entreprise. Je veux dire des salariés, tu veux dire. Des salariés ou donc monter éventuellement des filiales ou des bureaux. C'est ce qu'on fait là au Portugal par exemple. Sur le marché portugais, avec bien sûr une vision sur le marché brésilien, on développe vraiment des opérations avec une présence et une force directe. Tiens, mais à propos, tu parles du Portugal. Qu'est-ce qui t'a amené à... Je sais que tu es avec une femme portugaise, mais qu'est-ce qui t'a... C'est une grosse raison quand même. C'est une grosse raison, mais outre ça, maintenant que tu vis à Lisbonne, c'est quoi la dynamique du Portugal au niveau technologie de l'information, start-up, etc. Portugal, c'est un petit pays qui du coup est obligé de s'ouvrir à l'extérieur et ils ont des gens très qualifiés et qui ont l'envie de construire et de voir grand et puis surtout de penser international. Il n'y a personne au Portugal qui ne parle pas plusieurs langues. Voilà. J'étais ébahi par la capacité
des gens à parler anglais au Portugal. C'était incroyable. Je veux dire, que ce soit les gosses de 10 ans ou les papis-mamies de 70 ans, ils parlent tous anglais quasiment. Donc, Disons que c'est une question de survie pour eux. C'est juste ils sont trop petits, donc ils ont besoin de s'ouvrir. C'est dans leur gène, et du coup, ça fait des gens extrêmement intéressants avec qui travailler et très performants. grosse communauté de start-up. Hein. Qui plus est, il y a effectivement un gros marketing de l'État portugais pour pouvoir faire un écosystème de start-up type Silicon Valley qu'ils ont initié il y a une petite dizaine d'années. D'ailleurs, Lisbonne ressemble un peu à San Francisco. Hein. Oui, il y a le pont pareil. Il y a le pont, il y a les collines. Il y a les surfeurs. Il y a les surfeurs et tout, ça ressemble. Hein. Mais disons qu'il y a une vraie volonté étatique avec les moyens qui se sont mis pour en faire un lieu d'attirance. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, il y a beaucoup de startups européennes et mondiales qui se servent, alors quand ils viennent de l'autre côté de l'Atlantique, comme tête de pont pour pouvoir après adresser le marché européen. Et puis pour les startups européennes, c'est aussi un bel endroit pour scaler et multiplier par 10 la taille de leur boîte et leurs opérations européennes. Et d'ailleurs, c'est à tel point que bon nombre de venture capitalistes nord-américains viennent faire leur marché au Portugal. Hein. C'est une porte d'entrée, absolument. Ouais. Super. Alors maintenant on passe à Baris et Baris lui il a fait l'opposé de tout le monde mais c'est comme ça comme il disait, il va nous expliquer pourquoi. Lui maintenant il doit exporter en France, c'est incroyable ça. Oui. Baris, oui, parle-nous un peu de ton aventure, comment a démarré cette société, comment a démarré la démarche internationale from scratch là? Quand nous avons fait le premier prototype de Space Designer, c'était un prototype et il n'y avait pas de visiteurs de notre outil sur Internet. Et nous avons pris le temps, une semaine, de parler de notre outil à des blogs spécialisés qui nous ont publiés. Suite à ça, un Baxeki en Brésil, un grand site web, qui nous a publié et c'est devenu viral. Du coup, on a été publié dans 200 différents endroits sur Internet. Mais tu cherchais pas ça au départ? Je cherchais pas, c'est tout ce qu'on s'est dit. Il s'agit d'il y a 13 ans. On s'est dit, on n'a pas de budget, on va faire du marketing. On n'a aucune idée de comment le faire. Et ça, c'est devenu viral. Ça, on a eu notre chance. Je veux dire, c'était notre chance. Et par la suite, quand ça a commencé en Brésil, ça a sauté aux États-Unis. Et les États-Unis ont construit notre société. Et je trouve que c'est vrai qu'au cours de 13 ans, j'ai travaillé avec tous les continents, d'une trentaine de pays. Et ce que je vois, s'il faut s'exporter d'abord, je trouve, dans mon domaine, l'Europe est plus difficile que les États-Unis. Et ils savent comment travailler avec l'étranger. Et il y a tellement de choses à penser. Contractuellement, il faut se protéger. Parce que il y a des endroits au monde qui sont plutôt risqués. Je veux dire, le Moyen-Orient, l'Asie, même Singapour, le Japon, l'Afrique. Et il faut se garantir comment on se protège contractuellement. Parce que même si le client est en tort, en manque de paiement, c'est comment vous vous faites payer, par exemple. Toutes ces questions, il faut toujours calculer le risque, mais il faut être courageux quand même. Il faut prendre le risque et c'est généralement positif. Une chose importante dans notre cas, c'est la présence. En France, on a un téléphone spécialisé, on utilise le email spécialisé. À partir de la société, on fait très bien la séparation des jours travaillés, non travaillés. Il y a deux mondes parallèles. Mais quand vous avez un SaaS, le temps de réponse, ça doit être une demi-heure maximum. Sinon, vous avez une mauvaise note. Et ça, tout le temps, 7 jours sur 7. Et si vous avez une petite équipe, quelle est la solution? Vous ne pouvez pas coller une personne, attendre qu'il connaît suffisamment pour répondre à tout le monde. C'est l'automatisation. Il faut user tous les moyens d'automatisation pour pouvoir compenser, pour donner confiance. L'autre chose dans le B2B, c'est qu'il faut que tout le monde dans la société soit bilingue. Ça, c'est la règle. Il faut que tout le monde sache écrire et bilingue. Et quand j'ai dit bilingue, il faut comprendre l'anglais d'Indien, Australie, l'Angleterre, les autres qui ne sont pas anglophones mais qui parlent, en Californie, et chacun a non seulement dans l'accent, mais à ses manières d'amener un sujet. Il faut chercher toujours la confiance. Quand je suis face à un Australien ou à un Californien, j'utilise d'autres stratégies pour gagner la confiance du client. Mais je trouve qu'être en France, se faire représenter dans notre cas, si vous donnez la confiance, si vous avez une présence sur Internet, la confiance vient au cours de la discussion et ces barrières de paiement, de contrat, etc. restent secondaires. Il faut être
très actif, très présent, très courageux, et ça fonctionne. Et surtout dans le marché américain. Et ça donne 5 millions d'utilisateurs. Oui, et je trouve que c'est pas assez. Il faut C'est pas assez. 15-20. Mais dans quelques années, on en aura 50 millions, j'en suis persuadé. On y travaille. Super, super. Et on dit généralement, ici en France, qu'il faut d'abord faire ses preuves en France, faire ses bases en France, avant d'aller à l'export. C'est contextuel, ça dépend de ce que vous faites, je pense. Mais dans les domaines technologiques, je pense il faut faire ses preuves sur Internet et partout, dans mon cas. Et la France, je trouve c'est plus difficile, tout simplement, que l'étranger à se faire connaître. Et il y a un truc important en France, il faut se faire baquer par des grands groupes, des grandes personnes. Il faut se faire référencer par des gens. Tandis que, par exemple, dans le marché américain, si vous n'êtes pas connu, vous êtes très attractif. On vous contacte, on vous veut avant des compétiteurs. Ça, en France, souvent les gens vous disent que les grands groupes vous adoptent, ensuite on viendrait vous voir. Tandis qu'aux États-Unis, on dit hey, personne ne vous a, parfait, on travaille ensemble. Ça, c'est ce qui est très systématique dans les discussions. Donc en fait, tu es le contre-exemple du fait qu'il faut d'abord avoir ses bases en France pour faire de l'international. Hein. Oui. Et je pense également qu'il faut, comme disent les Américains, penser big. Si on ne pense pas big dès le départ, on ne risque pas d'avoir une chance au niveau mondial. Mais pourquoi refuser un marché mondial? Ça existe et ils sont preneurs. Donc pourquoi se limiter en Europe ou en France, en fait? Quand c'est immatériel, évidemment. Mais même dans notre logiciel, il fallait s'adapter, par exemple, à des unités de mesure spéciales locales. Il n'y a pas que l'impérial et le métrique comme international comme système. Les Coréens utilisent d'autres modes de calculer la superficie des espaces. Les terminologies changent énormément. Donc, quand vous dessinez, la manière de coter un bâtiment change entre Québec et la France. On ne cote pas un bâtiment, on n'ajoute pas les dimensions de la même manière. Donc, peu importe ce que vous faites, il faut adopter tout. Il faut faire un système flexible qui s'adapte. C'est là où on était fort, je pense. Super, super. David, cette ambition locale avant d'être une ambition internationale, est-ce qu'elle est vécue de la même manière par les Européens que par les Asiatiques? On pense souvent que c'est les Français qui ont peur d'aller à l'export, mais en réalité, c'est pas qu'un problème français. Bon, je travaille beaucoup avec Taïwan et on a beaucoup de très belles innovations également à Taïwan. Et eux, c'est pareil. Ils ont cette mentalité. On va essayer de travailler localement. Et ensuite, une fois qu'on aura réussi, on va s'attaquer à l'Asie du Sud-Est, les pays limitrophes. Ah ouais, c'est comme ça aussi. C'est aussi comme ça. Donc, c'est pas forcément que français. Mais c'est vrai que ce qu'il en ressort, c'est il faut oser. Il faut oser d'être ambitieux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et non seulement il faut oser être ambitieux, il faut investir. Et c'est vrai que c'est difficile aussi pour un entrepreneur. C'est un coût. L'export a un coût. Et comme le disait Laurent, ça ne peut pas être opportuniste et court terme. C'est du long terme. Il faut avoir une vision globale et long terme. Donc vous aussi, comme Laurent, de l'autre côté de l'Atlantique, vous faites du coaching. Il y a une maturation, je dirais, de l'entrepreneur et des projets entrepreneurs à développer, quoi. Oui, complètement. Par rapport, je parle aux entrepreneurs asiatiques, hein, je veux dire. Oui. C'est nécessaire parce qu'on ne peut pas arriver sur un marché, c'est pas juste faire un salon. Un salon, vous allez, vous collectez des cartes, mais il faut construire. On parle de confiance, effectivement, il faut trouver les bons partenaires. Ce sont des relais de croissance, les partenaires. Pour faire de la distribution indirecte, notamment, ça permet d'avoir des commerciaux qui sont locaux, qui vont pouvoir prendre en charge des pôles de compétences, comme le disait Antoine. Bon, c'est du service, de la maintenance pour certaines activités. Et dans la langue locale, donc tout ça, ça ne peut pas se faire instantanément. C'est une vision. Et on a la chance quand même en France, c'est qu'il y a quand même des programmes. Il y a Business France, il y a la BPI, il y a énormément de choses qui fait qu'on peut se développer. Donc, il faut vraiment oser et avoir l'ambition de partir et penser, think big, comme tu dis. Et toi, Laurent, tu as également quel est ton point de vue sur cette ambition québécoise nord-américaine par rapport à l'Europe versus Europe par rapport à l'Amérique du Nord?
Alors, il y a tellement de choses qu'on pourrait reprendre de ce que dit Baris, Antoine, et puis David et l'ensemble du panel. Je pense qu'effectivement, moi je trouve que Baris il est très humble et modeste dans la démarche. Parce que- Barry, c'est ce qu'il qualifie Exactement. l'humilité alors qu'il est quasiment numéro 1 mondial. Parce que je pense que ce qu'on sous-estime, c'est que pour en arriver là aussi, c'est qu'en amont, je pense que dans l'entreprise, il faut cultiver une sorte d'ADN de l'international et la culture de l'ouverture vers l'extérieur et pas être restrictif à son propre marché. Et ça passe effectivement par des efforts linguistiques, d'acculturation, de découverte, d'observer, d'être curieux et puis d'accepter effectivement la différence et puis à un moment donné, il faut s'adapter. Donc il y a ça qui est très très important. Après, effectivement, nous aussi sur nos marchés locaux, on a un peu les mêmes réalités. La perception de l'international pour beaucoup d'entreprises et notamment à l'échelle de la PME, c'est souvent vu comme pas tant comme un investissement, mais un coût, une dépense. Et en fait, en ce moment, et l'international est un investissement. Et que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que disait Baris aussi, c'est la notion de risque. Et ça, c'est un fait en Amérique du Nord, c'est que le risque fait partie inhérente du monde des affaires. Quand tu es en affaires, tu prends des risques par nature. Tu prends des décisions, tu challenges Chaque jour. et tu acceptes qu'à un moment donné, tu peux perdre et la somme que tu mets, tu la récupéreras pas. Faut juste faire plus de bonnes affaires que de mauvaises. C'est toujours mieux si tu veux que ton entreprise soit pérenne. Mais je trouve que c'est un peu un travers, peut-être un peu français. C'est effectivement de conditionner un développement à l'international sur l'appui de subventions ou de financements publics qui doivent garantir. Moi, quand un client vient nous voir, on dit est-ce que vous pouvez nous garantir que d'ici 6 mois, 1 an, on va vendre, qu'on va avoir le bon partenaire, qu'on va scaler rapidement? Je dis non, je ne suis pas capable de vous le garantir. Si j'étais capable de le faire, de toute façon, je ne vous chargerais pas ce que je vous charge en facturation. Et d'autre part, j'aurais trouvé la martingale. Et elle n'existe pas, la martingale. Le marché, il est dynamique par nature, il est multidimensionnel, et puis en fonction de la culture de chaque marché, il évolue. Donc, et il faut être dans ce mindset-là. Et il faut aussi, quand une entreprise décide d'aller à l'international, encore une fois, il faut que ce soit toute l'équipe qui soit embarquée dans le projet. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de martingale qu'on ne peut pas, je dirais, autant à l'export que dans le développement global de la société, être accompagné ou se faire accompagner par n'importe qui. Parce que je dirais, l'ensemble des compétences qu'il faut pour avoir une chance de réussir est vaste. Et donc, d'où l'importance de cet accompagnement. Hein. Je pense que vous le vivez, David et toi, Laurent, tous les jours. Oui, et puis là aussi, moi je trouve que les entreprises européennes et françaises encore en particulier ont accès à une boîte à outils énorme de support, de soutien de toute nature, d'intervenants, d'ailleurs qu'ils soient publics, privés ou autres, mais qui sont disponibles et qu'il faut absolument utiliser et qui sont, pour la plupart d'entre eux, localisés sur les marchés ciblés et stratégiques. Donc il faut absolument effectivement utiliser cet accompagnement. Et l'opportunité, c'est bien, mais ça peut avoir ses limites. On a beaucoup de clients, nous, qu'on a récupérés a posteriori d'une implantation, qui se sont implantés. Alors, l'opportunité d'avoir un client qui nous amène sur un marché, c'est forcément un vecteur d'introduction extrêmement facilitant et opportun et porteur de croissance. Mais si on s'arrête à cette introduction et qu'on ne travaille pas pendant, je dirais, le contrat qui est octroyé sur la suite, on se retrouve à la fin du contrat avec ce client où on n'a pas travaillé son marché et on n'a pas challengé son offre pour développer d'autres clients. Donc on se retrouve avec des entreprises qui disent maintenant il faut nous aider parce qu'on ne s'est pas intéressé au reste du marché et on est pris. Ça ne peut pas être un one-shot deal, l'export. Il y a forcément une démarche continue et une relation à développer à long terme. Antoine, toi, est-ce que c'était dans ta stratégie initiale que d'avoir des actionnaires internationaux pour l'export ou... Ça a été une construction au fur et à mesure en fait, du développement de l'idée, de la société. L'idée maîtresse au début, c'était il n'y avait pas de stratégie claire au début, et en fait au fur et à mesure on s'est rendu compte que la technologie pouvait servir à d'autres pays que la France. Et donc une fois qu'on fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait pour adresser ces autres pays? Donc là, avec cette réflexion vient la stratégie de prendre un acteur qui est capable de nous accompagner, mettre en place un partenariat, et donc voilà, donc, de fil en aiguille, après on en vient à cette stratégie internationale. Et donc c'était une construction dans le temps sur les débuts du projet. Baptiste, toi qui as fait le tour d'une bonne 50aine d'usines du groupe Daher avant de développer le produit, j'imagine que c'était
une éprouvette, une manière de faire qui était très importante pour toi dans la constitution du produit. Parce que tu es allé aux quatre coins de la planète, toi. Oui, oui, tout à fait. Et puis je disais, c'était aussi pour moi une volonté personnelle de tout de suite penser global. Et ça se retrouve après dans l'entreprise, à tous les niveaux. Aujourd'hui, combien de pays? 8 pays, c'est ça? Dans 8 pays, tu es 8 pays, présent? tout à fait. 8 pays, et combien de contenu géré, on va dire, dans ton application? Alors, nous, on fait de la gestion de compétences et de formation. Ouais. Et, Tu peux en dire deux mots là, s'il te plaît? Oui. Oui, bah, deux mots sur ce qu'on vend à l'export. Ouais. C'est dans les organisations, mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne formation. Voilà. Alors, dans un contexte principalement industriel, mais ça s'utilise partout. Par exemple, on est dans les bureaux d'études d'Accenture dans 5 pays dans le monde. Voilà. Et combien de Et compétences? donc nous, en termes de contenu, on est en centaines de milliers de preuves de formation que l'on gère annuellement. Super. Ben écoutez, messieurs, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Alors, SBLM est très, très, très contente d'avoir comme partenaire Paris Consultant et Réseau Way pour la démarche internationale. Et bien évidemment, on sera présents tous les trois pour aider toutes ces startups à se déployer le moment venu. Merci à vous tous.